Bonjour à tous. Lors du premier cours sur les spermaphites, on avait parlé de l'évolution des gymnospermes. Et donc, on va passer maintenant à l'évolution du second groupe des spermaphites, à savoir le groupe des angiospermes. Comme pour le premier groupe, on va tout d'abord s'intéresser à l'origine des angiospermes, comment sont apparus les angiospermes, quelles étaient les caractéristiques des angiospermes ancestraux, ou en tout cas des premiers angiospermes qui sont apparus au sein de ce groupe. Et ensuite, on va survoler les grands groupes d'angiospermes actuels et donc s'intéresser à leur diversification. Euh, donc, euh, pour rappeler, tout ceci représente l'origine du groupe des embryophytes, la variation du groupe des embryophytes, et puis donc on a les spermaphites sont apparus, donc pour rappel, il y a 360 millions d'années, avec comme élément nouveau l'apparition du mégasporange qu'on appelle l'ovule. Ensuite, donc, on a une diversification du groupe des gymnospermes, et puis, beaucoup plus tard, apparition d'un autre groupe, le groupe des angiospermes, et on verra que un des éléments importants associés à l'origine des angiospermes est l'apparition de l'ovaire. Alors, il y a une chose importante concernant l'origine des angiospermes, c'est que la datation de l'apparition des angiospermes est incertaine, c'est-à-dire la question de savoir le long de cette branche à quel moment le groupe des angiospermes, à quel moment la lignée ici est devenue réellement un angiosperme, c'est-à-dire avec toutes les caractéristiques des angiospermes. Alors, une des façons de le déterminer, c'est de regarder l'apparition d'organes dans le registre fossile, d'organes dont on est certain que ça représente un groupe qui se trouve, qui est à l'intérieur des angiospermes. Et donc, traditionnellement, on définit comme étant la date d'origine des angiospermes comme étant la date du premier fossile observé de fleurs pour lequel, de façon non équivoque, on est certain qu'il s'agit bien d'une fleur et donc d'un organe qui est unique aux angiospermes. Et ça date de 140 millions d'années. Et donc, pendant très longtemps, on a considéré que l'origine des angiospermes, c'était 140 millions d'années. Après, il y a d'autres types dans le registre fossile d'évidence dont certains scientifiques ont suggéré, ont proposé que ce sont aussi des signes non équivoques d'angiospermes. Donc ici, un exemple, ce sont des grains de pollen qui, selon les auteurs, ne sont pas du tout des grains de pollen de gymnosperme, mais sont des grains de pollen typiques d'angiosperme. Et là, par contre, ce sont des grains de pollen donc on a pu dater à 240 millions d'années, ce qui remonterait vraiment très très haut l'origine des angiospermes. Alors, autant avec la fleur, il n'y a pas d'équivoque possible, c'est bien une structure d'angiosperme, autant pour les grains de pollen, c'est plus difficile. Et puis donc les autres types de méthodes pour essayer de déterminer l'origine des angiospermes, c'est plutôt en essayant d'identifier le groupe le plus basal au sein des angiospermes, donc forcément parmi les groupes récents présents actuellement sur la Terre, quel est le groupe qui est le plus divergent, mais qui est néanmoins à l'intérieur du groupe des angiospermes. Et ensuite, il faut dater la séparation entre ce groupe et le reste des angiospermes. Et ça, c'est une manière également d'avoir une estimation de la date d'origine. C'est toujours une estimation minimale, mais de la date de l'origine des angiospermes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait. Donc, on a pu identifier que parmi les angiospermes actuels, celui qui est le plus divergent appartient à la famille des Amborellacées et la date de la séparation serait estimée entre 160 et 200 millions d'années, c'est-à-dire donc plus ancien que la date initiale retenue de 140 millions d'années. Donc effectivement, en faisant des phylogénies, on a pu identifier un genre, et en fait, il y a une seule espèce dans cette famille. Donc il s'agit de Amborella trichopoda, qui est un petit arbre de Nouvelle-Calédonie que l'on voit ici. Et à partir des phylogénies moléculaires, on voit que c'est le représentant actuel qui est le plus divergent de tous les autres angiospermes. Euh, Ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de dater le nœud ici dans la phylogénie qui correspond à la séparation entre
la branche qui va vers les Amborella actuels et la branche qui va vers toutes les autres angiospermes. Alors pour ça, donc on va utiliser donc, des approches de phylogénie moléculaire et on va donc échantillonner largement à l'intérieur de tous les groupes et donc de tous les ordres. Ici, ce qui est représenté, ce sont tous les ordres ou familles actuelles d'angiospermes et on va échantillonner une ou deux espèces dans chacun de ces groupes. Et puis pour chaque espèce, on va essayer d'avoir des données moléculaires assez précises et donc on va échantillonner plusieurs gènes. Donc dans cette étude, donc ici c'est une étude qui a été publiée en 2012, 5 gènes ont été séquencés pour chacune des espèces et donc les comparaisons et les phylogénies sont reconstruites à partir de ces 5 gènes. Et ensuite, comme ici on ne veut pas uniquement reconstruire la topologie, donc la topologie, donc c'est la forme de l'arbre, elle nous indique bien que le groupe qui s'est séparé le premier, donc pour lequel la divergence est la plus ancienne par rapport aux autres angiospermes, c'est bien effectivement les Amborellacées. Mais en plus, on veut pouvoir dater le point de séparation entre les Amborellacées et le reste des angiospermes. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir des points de calibration qui vont nous permettre de déterminer, d'ajouter une sorte d'horloge moléculaire, d'ajouter des dates aux différents nœuds ancestraux présents dans la phylogénie. Et pour ça, il faut avoir un certain nombre de nœuds pour lesquels on connaît, à partir de données fossiles, on connaît les dates de divergence. Et donc dans cet exemple ici, il y a quatre points de calibration ont été utilisés. On en voit un ici, un là et un là. Donc ce sont des nœuds dans la phylogénie, donc des états ancestraux dans la phylogénie, dont on estime que le temps correspond au fossile le plus récent observé avec les caractéristiques de ces 4 ancêtres. Et donc à partir de ça, on peut donc utiliser des méthodes assez sophistiquées qui vont donc à la fois reconstruire la phylogénie et estimer les âges pour chacun des nœuds ancestraux dans la phylogénie. Et donc dans cette étude-là, alors il y a beaucoup d'études avec des résultats légèrement différents, mais donc dans cette étude, on a une séparation avec les Amborellacées qui date de 200 millions d'années. Et donc, ça nous donne un ordre d'origine des angiospermes. Alors, ça veut dire que les angiospermes sont probablement plus anciens que 200 millions d'années, mais en tout cas, le groupe le plus divergent a divergé des autres il y a environ 200 millions d'années. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qui permet en partie de résoudre une des énigmes posées par Charles Darwin, ce qu'il appelait le Abominable Mystery, de savoir, donc c'est lui qui avait pour la première fois énoncé le fait qu'il était tout à fait étonnant pour un groupe aussi jeune, le groupe des angiospermes de 140 millions d'années, pour devenir le groupe prédominant à partir d'environ 90 millions d'années. Et donc la diversification lui semblait beaucoup trop rapide, et donc c'est quelque chose qui l'intriguait. Donc c'est ce qu'on peut représenter ici. Donc je vous ai déjà montré cette figure qui montre que, par exemple, dans le cas des gymnospermes, on voit que les gymnospermes sont apparus il y a 360 millions d'années. Et puis pendant tout un temps, ils ont commencé progressivement à se diversifier. Mais pendant toute cette période initiale, c'est un autre groupe, le groupe des ptéridophytes, qui était le groupe prédominant. Et puis c'est seulement après un certain temps que les gymnospermes sont devenus le groupe de végétaux terrestres dominants. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour une diversification, pour créer des nouvelles lignées qui vont acquérir des adaptations, qui vont leur permettre tout d'un coup de devenir un groupe prédominant. Et donc, c'est ce que Charles Darwin avait indiqué, c'est-à-dire que si l'origine des angiospermes était il y a 140 millions d'années, c'est-à-dire à peu près ici, le fait que les angiospermes deviennent très rapidement le groupe le plus diversifié, et le groupe prédominant était tout à fait difficile à comprendre en termes évolutifs. Et donc maintenant qu'on a repoussé dans le temps l'origine des angiospermes, avec donc probablement ici plutôt aux alentours de 200 millions d'années ou encore plus, ça nous fait une période de transition pendant laquelle les premières lignées d'angiospermes ont pu commencer à se diversifier avant le grand boom de diversification.
Voilà, alors donc maintenant qu'on a vu à peu près quand sont apparus les angiospermes, maintenant qu'est-ce qui marque l'apparition des angiospermes? Et la première chose qui est évidemment qu'on reconnaît, c'est l'apparition de cet organe de reproduction élémentaire qui constitue la fleur et dont on a ici l'exemple le plus ancien, le fossile le plus ancien, où de manière tout à fait non équivoque on peut déterminer qu'il s'agit bien d'une fleur. Et puis, un autre élément, et on va revenir tout de suite sur qu'est-ce que c'est exactement la fleur botaniquement parlant. Et ensuite, l'autre élément également, c'est que les mégasporophiles qui étaient déjà présentes chez les gymnospermes vont se refermer sur elles-mêmes et former ce qu'on appelle le carpel. Et le carpel, donc, à sa base, possède donc une protection, constitue une protection supplémentaire des ovules. Les ovules vont se retrouver complètement enfermés. Donc ça, vous savez que, bon, j'ai peut-être pas insisté, mais sur le fait que le nom de gymnosperme, ça veut dire que la graine était nue et donc les ovules étaient nus sur la mégasporophile. Par contre, ici, quand on a une mégasporophile qui se referme, les ovules deviennent enfermés à l'intérieur d'une cavité formée par les tissus de la mégasporophile qui se referment, et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ovaire. Donc voici ici un schéma pour essayer de représenter l'équivalence entre la fleur des angiospermes et un cône, par exemple, un cône femelle de gymnosperme. Donc chez les gymnospermes, on avait vu que pour les cônes femelles, par exemple, on a un axe du cône, et sur cet axe du cône sont insérées un certain nombre de structures qu'on appelle des écailles ovulifères. Et ces écailles ovulifères, ce sont des mégasporophiles. Donc fil, ça veut dire que ce sont des feuilles transformées en organes reproducteurs. Et pour les mégasporanges, c'est des organes reproducteurs femelles. Et donc, c'est eux qui vont porter les ovules qui se trouvent à la face supérieure de ces écailles ovulifères. Donc, un cône femelle, c'est un axe et des mégasporophiles. Et puis le cône mâle, c'est pareil, on a aussi un axe du cône, et puis sur cet axe du cône, au lieu d'avoir des mégasporophiles, on a des microsporophiles qui vont donc porter les microsporanges, c'est-à-dire les sacs polliniques. Et donc, séparément, on a des cônes mâles et des cônes femelles. Par contre, chez les angiospermes, et en tout cas chez les angiospermes ancestraux, on a également un axe. L'équivalent du cône, c'est un axe qu'on appelle le réceptacle. Et sur cet axe, on va avoir à la fois des mégasporophiles, des microsporophiles, et puis également des feuilles transformées en organes d'attraction qu'on appelle au départ, donc chez les angiospermes ancestraux, on appelle ça des tépales. Avant qu'il y ait une différenciation en sépales et pétales, donc on appelle ça des tépales. Et puis donc on a les microsporophiles qui sont les étamines, et on a plusieurs éléments de mégasporophiles qui sont donc ces mégasporophiles qui sont refermés sur elles-mêmes pour former ce qu'on appelle les éléments d'appareil reproducteur femelle que sont les carpels. Donc la fleur, c'est l'équivalent d'un cône mâle ou femelle, mais cette fois-ci tous les deux mélangés, puisqu'on a c'est un élément qui va porter à la fois les organes élémentaires de reproduction femelle, les carpels, et mâles, les étamines, et puis qui va également porter des organes qui sont stériles, qui sont aussi des feuilles transformées, mais cette fois-ci souvent colorées pour attirer des pollinisateurs, et puis aussi qui vont jouer un rôle de protection avant l'ouverture de la fleur, ils vont jouer un rôle de protection du bouton floral. Et donc l'ovaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement la partie basale du carpel. Donc on a ici un carpel qui est donc une feuille transformée en organe reproducteur, qui se referme sur elle-même, et à la base, c'est là où se trouvent les ovules, et donc ça c'est ce qu'on va appeler l'ovaire. Donc l'ovaire, c'est simplement la partie basale du carpel. Et puis souvent, le carpel, à l'extrémité de l'ovaire, donc on a ici l'ovaire, donc qui va entourer les ovules, et puis au-dessus de l'ovaire, on a souvent un style et un ou plusieurs stigmates. Donc style et stigmate, donc ce sont les parties supérieures du carpel qui vont servir à capter les grains de pollen, à permettre leur germination et également à permettre leur croissance. Donc on va avoir les tubes polliniques qui vont croître le long du style jusqu'à atteindre l'ovaire et donc jusqu'à féconder les ovules. Donc ça c'est pour l'apparition de la fleur et de l'ovaire. Autre caractéristique aussi dont Laurent Amselem vous
a parlé, c'est donc l'existence d'un gamétophyte réduit. Donc le gamétophyte se réduit encore par rapport à ce qu'il est chez les gymnospermes. Excusez-moi. Et donc pour former ce qu'on appelle le sac embryonnaire qui contient que 8 cellules. Donc c'est-à-dire que la mégaspore va seulement subir un nombre réduit de divisions cellulaires pour former seulement 8 cellules. Et l'autre dernière caractéristique des angiospermes, c'est qu'on a une double fécondation. Donc les deux noyaux spermatiques vont tous les deux donner lieu à des fécondations, d'une part pour former le zygote, et d'autre part, l'autre noyau spermatique va féconder deux noyaux polaires du sac embryonnaire pour former cet albumène triploïde qui va constituer un tissu de réserve permettant à l'embryon de se développer. Donc voilà pour les caractéristiques des angiospermes. Donc le long de la branche, donc on a ici la branche qui mène aux gymnospermes, et le long de la branche qui mène aux angiospermes, on a apparition, donc les éléments importants, ovaire, fruit. Donc le fruit, j'ai oublié de le dire, mais donc c'est ce qui va découler de la fécondation, après fécondation des ovules. On a donc tout le carpel qui va se développer et former le fruit. Avec à l'intérieur, bien sûr, la production des graines. Et on a donc le sac embryonnaire qui est aussi une nouveauté, et la double fécondation qui est également une nouveauté. Donc je reviens maintenant à cette famille, donc ce groupe basal qui est donc le plus divergent de tous les autres angiospermes, mais qui appartient néanmoins au groupe des angiospermes. Et donc une autre caractéristique qu'on a observée, donc il possède les trois caractéristiques qu'on vient de voir, mais par contre, en termes de vaisseau du xylème, on s'est rendu compte que c'est le seul angiosperme qui ne possède pas de vaisseau du xylème. Donc dans le xylème secondaire, on va retrouver que des trachéides, mais on ne va pas retrouver de vaisseau du xylème, ce qui montre que on pensait que les vaisseaux du xylème c'était une caractéristique de l'ensemble des angiospermes, mais en fait on voit que c'est une caractéristique qui est arrivée juste après la divergence avec les Amborella. Et donc au final, ça montre que les vaisseaux du xylème, ce n'est pas un caractère distinctif entre gymnospermes et angiospermes. Les vaisseaux du xylème sont apparus une fois au sein des gymnospermes, on l'a vu au moment du développement du groupe des gnétophytes, et puis les vaisseaux du xylème sont apparus une deuxième fois au sein des angiospermes et non pas avant l'apparition des angiospermes. Voilà, alors donc le fait de connaître la famille la plus basale, ça permet de regarder plus en détail quelles sont les caractéristiques de la fleur ancestrale d'angiospermes. Donc on peut regarder quelles sont les caractéristiques de ce groupe et imaginer que ces caractéristiques sont proches des caractéristiques ancestrales. Alors c'est néanmoins, ça peut être un piège parce qu'il peut y avoir des réversions ou des changements le long de la branche qui mènent jusqu'aux Amborella actuels. Et c'est d'ailleurs le cas pour un caractère, c'est-à-dire le caractère fleur unisexuée versus fleur bisexuée, c'est-à-dire fleur hermaphrodite. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la fleur d'angiosperme ancestrale était hermaphrodite. On va y revenir là-dessus, mais en fait, sur ce point-là, la fleur d'Amborella est tout à fait trompeuse parce que au sein des Amborella, on a des fleurs séparées, des fleurs mâles. Donc ici, on a une fleur mâle avec, donc ce qu'on voit ici, ce sont les étamines. Ce sont des étamines ancestrales, donc elles ont une morphologie ancestrale. Et une fleur femelle où il n'y a pas d'étamines, mais il n'y a que les carpels. Et donc, comment est-ce qu'on peut savoir dans ce cas-ci que ça, c'est un caractère en fait qui est dérivé chez les Amborella, donc ça ne correspond pas au caractère ancestral. Eh bien pour ça, on a donc une des possibilités, c'est de regarder des fleurs ancestrales ou des fleurs fossiles, mais ça va être difficile de voir l'ensemble de ces éléments. Une autre possibilité, c'est à partir des analyses phylogénétiques, et c'est de regarder les états actuels du caractère qui nous intéresse et essayer de reconstruire l'histoire de ce caractère pour essayer de retrouver
le caractère ancestral. Et donc ici, on a l'exemple d'un caractère pour lequel on a deux états, l'état noir ou blanc. Et ce qu'on voit ici, donc ça, ce sont toutes les espèces actuelles. On voit qu'on a un certain nombre d'espèces qui ont l'état noir actuellement et un certain nombre d'espèces qui ont l'état blanc. Ensuite, si on échantillonne des séquences moléculaires chez ces différentes espèces, on peut reconstruire l'histoire du groupe. Donc on reconstruit la phylogénie du groupe, donc les branches, les ancêtres, etc. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des méthodes phylogénétiques qui vont essayer, avec des estimations probabilistes, qui vont essayer de déterminer les états ancestraux, donc à chacun des nœuds, de déterminer si l'ancêtre ici de ces deux groupes, est-ce qu'il avait l'état 2 ou l'état 1. Ici, comme on a l'ancêtre de deux espèces qui ont l'état 2, c'est-à-dire l'état blanc, mais très probablement l'ancêtre possédait un état blanc. Ensuite, l'ancêtre de celui-là, de cette branche et de cette branche, on peut déterminer de façon probabiliste est-ce qu'il était plutôt l'état 1 ou l'état 2, mais ça va dépendre du reste de la topologie. Et donc dans cet exemple, la reconstruction la plus probable, c'est que l'ancêtre avait un état noir et qu'on a 1, 2, 3, 4 réversions, enfin 4 passages de l'état 1 à l'état 2 dans la phylogénie. Donc ça permet d'estimer le taux de transition, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer l'état ancestral du caractère. Et donc ça a été fait, il y a notamment une étude extrêmement intéressante en 2017, faite par un groupe au sud de Paris, à Orsay, qui a reconstruit la phylogénie pour 792 espèces d'angiospermes, pour lesquelles ils ont déterminé un certain nombre d'états de caractères, pour une dizaine de caractères floraux pour l'ensemble de ces espèces. Et aussi, ce sont des espèces pour lesquelles on a des données moléculaires, on peut reconstruire la phylogénie. Alors vous voyez, donc il y a environ 800 espèces, donc la phylogénie elle est assez difficile à visualiser clairement. Mais par contre, donc, ce qui est représenté, ce sont les états d'un caractère en particulier. Et ici, le caractère en question, c'est le caractère fleur bisexuée ou fleur unisexuée. Donc en jaune bisexué, en bleu unisexué. Donc bisexué, ça veut dire donc hermaphrodite, bien sûr. Et donc on voit déjà que chez les angiospermes actuels, donc c'est ce qui se trouve tout autour ici, chez les angiospermes actuels, le caractère prédominant, c'est le caractère jaune, c'est-à-dire hermaphrodite. Donc la grande majorité des angiospermes actuels sont hermaphrodites. Et ensuite, on voit qu'il y en a quand même un certain nombre de groupes qui sont unisexués, mais on voit que ce sont des groupes qui correspondent à des familles qui sont proches les unes des autres, ou des espèces qui sont proches les unes des autres, avec donc une origine commune. Donc, par exemple, ici, on a un exemple où l'ancêtre était hermaphrodite, et puis il y a eu un passage à la production de fleurs unisexuées, donc une transition vers hermaphrodite vers unisexué, et ensuite tous les descendants sont unisexués. Idem pour ici, on a donc un ensemble d'espèces proches les unes des autres, avec une origine commune qui est plus ancienne d'ailleurs ici, de la réversion de hermaphrodite vers unisexué. Idem ici, donc on a un grand groupe de fleurs unisexuées avec une origine assez lointaine. Et donc quand on applique ces méthodes pour essayer de reconstruire les états ancestraux, donc ici ce qui est représenté, c'est un certain nombre d'états les plus ancestraux, donc les plus éloignés possibles. Et les diagrammes en tarte ici indiquent la probabilité, selon le modèle, que l'état était soit jaune, soit bleu. Et ici, on voit qu'on a une 100% de probabilité que l'état ancestral était jaune, c'est-à-dire hermaphrodite. Et donc, on a bien ici, statistiquement, supporter donc très fortement statistiquement le fait que l'ensemble des angiospermes ancestraux, et donc des nœuds ancestraux ici, y compris le nœud le plus ancestral, étaient bien hermaphrodites. Et donc c'est une manière de déterminer que la fleur ancestrale d'angiosperme était hermaphrodite. Et donc ici, c'est juste quelque part pas de chance ou juste une ambiguïté que la famille la plus basale, eh bien, correspond à une réversion. Donc l'état ancestral était hermaphrodite et puis les fleurs sont redevenues unisexuées
dans cette famille des amborellacées qui se trouve ici. Donc c'est la ligne bleue qu'on voit ici qui mène à Amborella qui est ici. Par contre, toutes les autres familles proches sont restées hermaphrodites. Donc, cette famille des amborellacées possède des fleurs unisexuées, mais c'est une exception, c'est un caractère dérivé dans ce cas-ci. Par contre, les autres caractéristiques de la fleur d'Amborella sont des caractéristiques dont on a pu montrer par ailleurs que c'était des caractéristiques qui sont partagées avec tous les groupes ancestraux, à savoir le fait qu'il n'y a pas de distinction entre sépales et pétales, il n'y a qu'un seul type d'enveloppe florale qu'on voit très bien ici. Donc ces enveloppes florales qui sont ici, elles sont blanches, elles sont une certaine coloration, et c'est ce qu'on appelle les tépales. Donc quand on n'a qu'un seul type d'enveloppe florale, on parle de tépales. Autre caractéristique, et on va y revenir, c'est qu'on a plusieurs carpelles. Donc on voit qu'ici, on a plusieurs mégasporophiles transformés en organes reproducteurs femelles qui sont les carpelles. On en a 5 ici dans la fleur. Et on a la position des carpelles est super. On va revenir aussi sur cette notion d'ovaire super. On a des grains de pollen, on y reviendra plus tard, qui possèdent un seul pore. Donc ce sont des grains de pollen monocolpés, c'est également un caractère ancestral, et on a une pollinisation par les insectes, et ça, on a pu déterminer aussi que c'était un caractère ancestral. Donc, je reviens ici sur la notion de plusieurs carpelles libres, donc ce qu'on peut voir ici sur la fleur, d'avoir plusieurs unités carpelles indépendantes insérées sur le réceptacle. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc on a le réceptacle qui est l'axe du cône qui représente en fait l'axe de la fleur. Et sur cet axe, on a plusieurs unités carpelles, donc plusieurs, mais comme les écailles ovulifères, qui sont donc insérées séparément les unes des autres sur l'axe, sur le réceptacle. Et puis on a aussi également des étamines et éventuellement aussi, donc ici on n'a pas de pétales et sépales, on n'a que des tépales. Mais donc, la chose importante ici, c'est qu'on a plusieurs carpelles libres. Ça, c'est ce qu'on retrouve chez les fleurs d'angiospermes ancestrales. Et puis, ce qu'on va voir au cours du temps, au sein des angiospermes, c'est qu'on va avoir une évolution vers la réduction du nombre de carpelles. On peut avoir soit évolution par suppression progressive du nombre de carpelles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Ça, c'est une évolution possible. Et puis, l'autre évolution possible, c'est qu'on a une fusion, une soudure des carpelles. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle, comme l'exemple ici, on a un pistil à carpelle soudée. L'appellation est un peu particulière, mais pistil à carpelle soudée, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment fusion de plusieurs carpelles pour ne former plus qu'une seule structure carpellaire. Et heureusement, comment est-ce qu'on peut déterminer qu'on a soit un processus d'élimination progressive des carpelles pour n'en garder qu'un seul, sans jamais événement de fusion, ou bien, au contraire, on a un événement de fusion. Et là, on peut le voir grâce au fait que quand il y a fusion des carpelles ou soudure des carpelles, il existe des traces de soudure. Et donc, un exemple de traces de soudure qu'on observe régulièrement chez les angiospermes, c'est d'avoir, par exemple, plusieurs styles qui sortent du même ovaire. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez un seul ovaire issu de carpelles soudées, mais à l'extrémité de l'ovaire, vous avez plusieurs styles. On peut les compter ici. On a 5 styles. Bien, ça veut dire qu'on a 5 carpelles qui se sont soudées. Il n'y a plus qu'une seule unité carpelle, mais qui correspond à des carpelles soudées. On voit les traces de soudure. Autre trace possible, c'est qu'on a un seul ovaire, un seul style, mais plusieurs stigmates à l'extrémité du style. Ici, on voit qu'on a 5 stigmates. Mais ça, à nouveau, c'est un signe de soudure, de carpelle soudée. Alors malheureusement, il peut y avoir aussi des cas encore plus de soudure encore plus intime où même les stigmates sont soudés et néanmoins il peut quand même y avoir une soudure. Donc quand on a ceci, forcément on peut déterminer qu'il y a bien soudure des carpelles. Ici également, là il y a ambiguïté, on ne sait pas si c'est une élimination des différents carpelles ou une soudure très intime de tous les carpelles. Et donc la manière pour déterminer s'il y a eu des traces de soudure, c'est de regarder à l'intérieur de l'ovaire. Donc on va faire une coupe transversale dans l'ovaire pour vérifier si on a plusieurs cavités. Normalement, quand il n'y a pas de soudure, donc dans ces exemples-ci, si on fait une coupe transversale dans chacun de ces ovaires, on va retrouver une seule cavité
Par contre, s'il y a des soudures, on peut éventuellement retrouver plusieurs cavités. Et puis l'autre chose aussi, c'est de regarder les lignes d'insertion des ovules, qui sont également des éléments qui permettent de retracer des soudures. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder à l'intérieur de l'ovaire, qu'est-ce qui se passe quand on a soudure ou quand on n'a pas soudure. Et donc, tout d'abord, on va commencer avec l'exemple où il n'y a pas de soudure, c'est-à-dire quand on a des carpels libres. Donc, dans cette situation-ci, si on regarde un de ces carpels, ou éventuellement le cas où on a éliminé tous les carpels sauf un, mais sans élément de soudure. Mais quand je regarde un carpel, souvent, je vois que le carpel, il a une forme qui n'est pas tout à fait ronde, qui n'est pas tout à fait symétrique, qui est plutôt aplati. On voit qu'on a une crête stigmatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différenciation entre style et stigmate, mais on a une crête stigmatique, c'est-à-dire que les grains de pollen peuvent atterrir n'importe où ici et germer et venir pénétrer à l'intérieur de l'ovaire. Ensuite, si je fais une coupe transversale dans l'ovaire ici, voici ce que j'observe. J'observe la crête stigmatique donc, qui est là. La crête stigmatique est ici. Et puis, je vois que j'ai ici deux lignes d'insertion des ovules, mais qui sont du même côté. Et je vois une seule cavité. Donc, il n'y a pas de cloison à l'intérieur de l'ovaire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une placentation marginale. Une seule cavité dans l'ovaire et une seule ligne, mais c'est une double ligne d'insertion des ovules, mais tous les ovules sont insérés du même côté sur la paroi de l'ovaire. Ça, c'est la placentation marginale. Ensuite, donc ça c'est quand on a des carpels libres. Par contre, quand on a des carpels soudés, on a trois cas possibles. Le cas le plus simple, c'est le cas de placentation axillaire, c'est-à-dire qu'on a plusieurs cavités. Et donc, dans chaque cavité, on a une ligne carpellaire. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Donc, en fait, dans cet exemple, on a trois carpels qui se sont soudés. Et en fait, chaque carpel a gardé ses parois, ce qui va générer des cloisons à l'intérieur de l'ovaire et qui va générer du coup des trois cavités. Donc, chaque carpel libre avec sa cavité va venir s'ajouter aux autres et on a au total ici trois cavités parce que j'ai un exemple où j'avais trois carpels initiaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la placentation axillaire. Dès qu'on fait une coupe transversale dans un ovaire et qu'on voit ceci, on est certain déjà d'une chose, c'est qu'il y a eu une fusion de plusieurs carpels et on est certain également que le nombre de carpels initiaux, c'est de 3. Ensuite, au cours du temps, au cours de l'évolution, on a, donc ça c'est dans un premier temps, après la soudure, et puis dans certains groupes, la fusion elle est encore plus complète et on a les cloisons ici qui disparaissent et elles disparaissent vers la périphérie, c'est-à-dire qu'elles vont se raccourcir et finalement les ovules vont se retrouver insérés sur la paroi et donc c'est ce qu'on appelle la placentation pariétale. Vous noterez par rapport au cas précédent qu'il n'y a plus de cavité dans l'ovaire, donc il n'y a plus qu'une seule cavité dans l'ovaire, on perd les cloisons, mais néanmoins, on a trois doubles lignes d'insertion des ovules à l'intérieur de l'ovaire, ce qui est différent du cas ici où on avait la placentation marginale, où vous avez dit qu'on a une seule ligne d'insertion d'un côté de la paroi. Ici, on a plusieurs doubles lignes d'insertion des ovules. On en a trois, et si on arrive à compter qu'on a trois doubles lignes d'insertion, ça veut dire qu'on a trois carpels initiaux. Donc on voit bien ici comment les ovules sont insérés sur la paroi. Donc ça c'est le troisième cas, et puis, le deuxième cas. Et puis le troisième cas, c'est que quand les cloisons disparaissent, au lieu de disparaître vers l'extérieur, elles disparaissent vers le centre. Et dans ce cas-là, les ovules se retrouvent attachés au centre. Ils sont attachés sur quoi? Ils sont attachés sur une sorte de colonne centrale qui prend naissance à la base de l'ovaire, qu'on peut voir ici. En fait, on le voit mieux cette fois-ci dans une coupe longitudinale plutôt que dans une coupe transversale. Mais en tout cas, ce qu'on voit clairement ici, c'est qu'il n'y a qu'une seule cavité dans l'ovaire et les ovules sont insérés au centre et non pas à l'extérieur. Et dans certains cas, on arrive même à compter le nombre de doubles lignes d'insertion, ce qui nous fait ici également 3 doubles lignes d'insertion, donc 3 carpels initiaux. Donc voilà pour les placentations. Et donc pour le fait d'avoir des ovaires à carpels soudés.
Autre élément qui est utilisé, qu'on observe dans les groupes ancestraux et qui est utilisé comme marqueur de groupe ancestral, c'est le fait de produire des pollens avec un seul pore, donc un seul trou quelque part dans l'exine, ou une seule fente. On peut avoir les deux possibilités. Dans les deux cas, donc le pore ou la fente, à quoi ça sert? C'est par là que les tubes polliniques vont pouvoir germer. Donc le grain de pollen va germer et le tube pollinique il va sortir, l'exine étant très très résistante, il ne peut pas passer à travers l'exine, par contre il peut passer à travers le pore ou à travers la fente. Donc ce qui permet la germination du pollen qui est évidemment indispensable pour avoir une fécondation. Et donc il se fait que dans les groupes ancestraux il n'y a qu'un seul pore ou une seule fente, et par contre dans les groupes dérivés, et donc ce sera le cas dans un seul des 4 grands groupes d'angiospermes, c'est-à-dire dans le groupe des eudicotes, on va avoir un pollen soit à 3 fentes, soit à 3 pores, comme on peut le voir ici, donc on appelle donc tricolpé, 3 pores, ou monocolpé, 1 pore, et donc tous les groupes ancestraux ont un pollen à 1 pore. Et donc si on fait une sorte de résumé de ce qu'on a vu comme caractère typiquement ancestral, donc comme état plutôt de caractère ancestral, et donc en fait c'est quelque chose qui est utile par rapport à l'examen de pouvoir établir ce genre de tableau. Donc quels sont chez les angiospermes, je parle bien chez les angiospermes, comme état ancestral en ce qui concerne le pore, on a un pore d'arbre, donc on a des plantes ligneuses, c'est le cas ancestral chez les angiospermes, et par contre les plantes herbacées sont apparues secondairement chez les angiospermes. Le fait d'avoir du xylème avec uniquement, du xylème secondaire, j'aurais dû rajouter secondaire ici, du xylème secondaire avec uniquement des trachéides, c'est ce qu'on observe chez les angiospermes ancestraux, en fait, c'est-à-dire uniquement chez l'angiosperme le plus ancestral qui est les Amborellacées. Et par contre, chez tous les autres angiospermes, on retrouve dans le xylème secondaire à la fois des trachéides et des vaisseaux du xylème. On a vu qu'on a une fleur bisexuée, donc hermaphrodite, ça c'est un caractère ancestral. Et par contre, secondairement, dans certains groupes, vont évoluer un transfert vers des fleurs unisexuées. Alors, une chose importante ici, c'est que quand on vous dit est-ce que le caractère bisexué, est-ce qu'il est ancestral globalement? Quand on vous dit ancestral, ça ne veut rien dire, il faut dire ancestral chez les angiospermes. Et chez les angiospermes, le fait d'être hermaphrodite, c'est un caractère ancestral. Par contre, chez les gymnospermes, qui sont plus anciens que les angiospermes, là, tous les organes reproducteurs sont toujours unisexués. Donc le caractère unisexué, chez les gymnospermes, c'est un caractère ancestral et c'est un caractère qui a toujours maintenu chez les gymnospermes. Par contre, chez les angiospermes, le caractère unisexué est un caractère secondaire, est un caractère dérivé. C'est toujours, quand on dit ancestral ou dérivé, c'est toujours relatif à un groupe donné. En termes de pollinisation, c'est la même chose. Donc on a une pollinisation par les insectes chez les angiospermes ancestraux, donc dès les premiers angiospermes, et c'est la grande innovation des angiospermes, c'est d'avoir une pollinisation par des insectes et une adaptation à cette pollinisation par les insectes, donc entomogames. Mais par contre, on a un certain nombre d'espèces et de groupes d'angiospermes qui sont passés à un caractère dérivé qui est la pollinisation par le vent. À nouveau, chez les gymnospermes, le caractère pollinisation par le vent est un caractère ancestral, mais chez les angiospermes, c'est un caractère dérivé. Concernant les pollens à 1 ou 3 pores, le pollen à 1 pore, donc monocolpé, c'est ancestral, le pollen à 3 pores, c'est dérivé. En termes de carpelles, donc les carpelles chez les angiospermes ancestraux étaient libres, vous avez plusieurs unités carpelles sur le réceptacle, et par contre les carpelles sont soudées, ça c'est un caractère dérivé qu'on va observer plus tard chez les angiospermes. Et élément suivant qu'on va voir maintenant, c'est la position de l'ovaire à l'intérieur de la fleur, et on a globalement 2 possibilités opposées, ovaire super ou ovaire infère. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'ovaire super, donc c'est le caractère ancestral, c'est quand on a un réceptacle qui est relativement allongé ou bombé, et c'est le cas chez les angiospermes ancestraux. On a un réceptacle qui est généralement allongé, qui représente un petit peu l'équivalent de l'axe du cône ancestral de gymnosperme.
Donc on a un axe allongé, et comme les carpelles sont toujours situées au centre de la fleur, si l'axe est allongé, forcément les carpelles vont s'insérer au-dessus du point d'insertion des autres pièces florales. Donc quand on dit ovaire super, on regarde la position de l'ovaire par rapport à au point d'insertion des autres pièces florales, c'est-à-dire les étamines qui sont insérées en dessous de l'ovaire ici, et les ici pétales et sépales ou tépales qui sont insérés en dessous des étamines et donc en dessous de l'ovaire. Donc ici on a bien un ovaire super. Par contre, ce qu'on va voir au cours de l'évolution des angiospermes, c'est que dans certains groupes, on a le réceptacle qui se développe et qui commence à entourer une partie de l'ovaire. Et dans les cas les plus dérivés, on a le réceptacle qui se prolonge, donc qui est vraiment invaginé et qui va complètement entourer l'ovaire de façon à protéger encore plus les ovules. Et donc on est dans une situation ici où les ovules sont protégés par la cavité, par les cloisons tout autour et la paroi tout autour qui constitue donc l'ovaire. Donc les ovules sont protégés par un ovaire et en plus l'ovaire, lui, il est protégé par le réceptacle. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un ovaire infère. Pourquoi est-ce qu'on dit ovaire infère dans ce cas-là? Parce que comme le réceptacle se prolonge tout le long de l'ovaire, finalement, les étamines, les pétales, les sépales ou les étamines et les tépales sont insérés à l'extrémité du réceptacle et donc cette fois-ci au-dessus de l'ovaire. L'ovaire se trouve en dessous du point d'insertion des étamines et des pétales sépales. Et donc c'est pour ça qu'on parle dans ce cas-ci d'ovaire infère. Et le cas intermédiaire, donc c'est ce qu'on appelle l'ovaire semi-infère, c'est quand on a également une insertion de l'ovaire en dessous des autres pièces florales, mais le réceptacle n'est pas soudé à l'ovaire, donc il est bien indépendant, le réceptacle est indépendant de l'ovaire, ou l'ovaire est indépendant du réceptacle. Alors la différence entre les deux, c'est que ici, au moment de la production du fruit, le fruit c'est le résultat de la maturation du carpel après la fécondation des ovules, et donc on va avoir un fruit qui est tout à fait distinct du réceptacle, tandis que dans l'exemple d'ovaire infère, le fruit il va inclure à la fois les tissus de l'ovaire, mais également, et donc du carpel, mais également les tissus du réceptacle, on ne peut plus distinguer les deux. Et c'est donc en fait ce qu'on appelle les faux fruits en botanique. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais donc le terme de faux fruit, ça correspond à un fruit issu d'un ovaire infère pour lequel on ne peut plus distinguer les tissus issus des carpelles et les tissus issus du réceptacle. Et un exemple, c'est la pomme. Comment est-ce qu'on peut déterminer que la pomme est un faux fruit? Parce que quand on prend une pomme, on a le pédicelle qui est en bas, donc ça c'est ce qui reliait initialement la fleur à l'axe de la plante. Et par contre, les résidus des étamines et des sépales, ce qu'on appelle la mouche de la pomme, se trouve à l'extrémité du pédicelle, pas du même côté, donc se trouve à l'opposé. Et ça montre bien qu'entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un ovaire infère qui s'est transformé en fruit, avec les tissus du réceptacle. Alors donc ici, pour revenir sur ces reconstructions phylogénétiques de l'histoire des états de caractère, en s'intéressant cette fois-ci au caractère ovaire super ou ovaire infère. Donc on a de nouveau l'ensemble de la phylogénie pour les 800 espèces d'angiospermes. En jaune, donc on a ovaire super et on voit que c'est à nouveau le caractère majoritaire en jaune, et en bleu le caractère ovaire infère. On voit que c'est un caractère dérivé, il est apparu ici par exemple, il est apparu là, il est apparu ici dans ce groupe, etc. Et à nouveau, quand on fait les reconstructions phylogénétiques, on voit que l'état ancestral était bien jaune à 100%, donc on a une probabilité très très forte que l'état ancestral c'était un ovaire super. Donc, on peut rajouter donc ici dans notre tableau, ovaire super c'est un état ancestral, ovaire infère c'est un état dérivé. Alors, quelles sont encore les autres caractéristiques ancestrales? Le fait d'avoir des pièces florales qui sont nombreuses. Ça, c'est ce qu'on observe aussi chez la plupart des fleurs d'angiospermes ancestraux. Par contre, au cours de l'évolution, on a une réduction du nombre de pièces florales. Donc quand je parle de pièces florales, ce sont les étamines, les carpelles, les tépales, ou pétales et sépales, si on a une différenciation en pétales et sépales.
Et donc, et aussi, les pièces florales vont se retrouver en cycle, et au sein de chaque cycle, on peut avoir 2, 3, 4 ou 5 sépales, pétales, étamines, etc. On verra des exemples de ça tout de suite. Également, autre particularité, c'est que chez les angiospermes ancestraux, comme on l'a vu, les sépales et les pétales ne sont non différenciés. On n'a qu'un seul type de ce qu'on appelle les enveloppes florales, c'est-à-dire ce qui est autour des étamines, qui sont donc qu'on appelle les tépales. Et par contre, le caractère dérivé, c'est d'avoir des sépales et des pétales qui sont sur des cycles distincts. Et donc, les sépales se reconnaissent parce qu'ils sont généralement verts. Ils ont un rôle de protection du bouton floral au moment avant l'ouverture de la fleur. Et puis, les pétales sont souvent colorés et servent d'attraction des pollinisateurs, en tout cas chez les espèces pollinisées par les oiseaux ou par les insectes. Et également, donc, on a des pétales, un caractère ancestral, c'est d'avoir des pétales libres, et un caractère dérivé, c'est d'avoir des pétales qui se soudent. On va voir quelques exemples de ces différents caractères. Donc, premièrement, le nombre de pièces florales. Donc ici, c'est un autre exemple de fleur ancestrale d'angiosperme, c'est la fleur de nénuphar. Et ce qu'on voit ici, c'est que le nombre de tépales, donc ils sont blancs ici, les enveloppes florales, elles sont présentes en très très grand nombre dans la fleur, et elles sont en disposition spiralée, c'est-à-dire qu'on a la plus externe et le plus grand tépale se trouve ici, et puis ensuite, progressivement, il s'insère en spirale le long du réceptacle, donc de l'axe de la fleur. Et puis ensuite, on a des étamines présentes en très grand nombre, et puis également des carpelles présentes en très grand nombre, mais ça on ne le voit pas ici. Mais donc on a un grand nombre de pièces florales, que ce soit des tépales, des étamines ou des carpelles. Par contre, chez des angiospermes plutôt dérivés, on a, oui, et l'autre chose aussi, quand on a beaucoup de pièces florales, d'une fleur à l'autre, le nombre exact de tépales et le nombre exact d'étamines va varier d'une fleur à l'autre. Par contre, chez les angiospermes plus dérivés, on a un nombre très fixe de pièces florales, et ces pièces florales vont se retrouver sur des cycles en alternance l'un par rapport à l'autre. Donc voici un exemple donc, dans la famille des Onagracées ou Eunotaracées, où on a donc une fleur avec 4 sépales, qu'on voit très bien ici. Donc on a 4 sépales, et ensuite dans le cycle qui forme un cycle, qui est le plus externe, ensuite on a un cycle à l'intérieur de ce cycle de sépales, un cycle de pétales avec 4 pétales, et on voit une règle qui est importante dans les fleurs, c'est qu'on a la règle d'alternance des cycles, c'est-à-dire qu'un pétale, comme c'est un cycle intérieur par rapport au sépale, va toujours se retrouver inséré exactement entre deux sépales. Donc j'ai un sépale ici, un sépale inséré ici, et le pétale va se retrouver pile inséré entre ces deux sépales. Et puis voilà pour les 3 autres pétales. Ensuite, on va avoir un cycle d'étamines. Donc on va avoir une étamine ici qui se trouve insérée juste entre 2 pétales. Une étamine là, on en a une entre ces 2 pétales là, une là, donc ça nous fait 4 étamines du cycle suivant, le 3e cycle dans la fleur. Et puis on va avoir un 4e cycle dans la fleur, qui est également un cycle d'étamines, mais cette fois-ci, qui sont décalés, alternés par rapport au premier cycle d'étamines, et donc ils vont se retrouver en face de chacun des pétales. Donc on va avoir 4 étamines insérées, chacune en face de chacun des pétales, qui correspondent au 2e cycle d'étamines, et puis ensuite on a un carpel, parce que ce sont des carpelles soudées dans la famille des Onagracées. Donc voilà, et donc ceci, donc on dit bien que c'est une fleur cyclique, parce qu'on a des cycles différents, alors qu'ici on a une insertion spiralée, on passe progressivement des pétales aux étamines et puis aux carpelles, disposition spiralée sur le réceptacle, ici disposition cyclique. Donc c'est une fleur cyclique avec 1, 2, 3, 4, 5 cycles, donc un cycle de sépales, un cycle de pétales, 2 cycles d'étamines, un cycle de carpelles, et c'est une fleur tétramère parce que dans chaque cycle, on a 4 pièces, 4 sépales, 4 pétales et 4 étamines dans chaque cycle, ça nous fait au total 8 étamines. Ok ? Alors, autre notion, c'est la notion de pétale libre par rapport à la notion de pétale soudé. Donc ici, on a un exemple très clair où on voit que chacun des pétales s'insère indépendamment des autres sur le réceptacle. Par contre, dans beaucoup d'autres exemples, et ce sont des exemples dérivés, on a des pétales qui se soudent entre eux pour former une partie commune qui est le tube, qu'on appelle le tube de la corolle. Donc tout ça, c'est une partie complètement soudée.
et puis on a la partie libre ici. Donc c'est le cas chez la sauge, dans la famille des Lamiacées. C'est le cas aussi dans la famille des Solanacées, où on a un très long tube de la corolle. Donc tout ça, c'est la partie soudée. Et puis la partie libre, elle se trouve juste à l'extrémité. Elle est très courte, mais elle nous permet néanmoins de compter le nombre de pétales. On voit qu'ici, on a 5 pétales soudés. Donc, pétales soudés avec un tube de la corolle, ça c'est un caractère dérivé. À quoi ça sert? Ça sert généralement à guider et à restreindre le type de pollinisateur qui peut venir polliniser cette fleur. Généralement, le nectar va se retrouver ici à l'intérieur, tout au fond du tube de la corolle, et donc seuls des insectes ou des oiseaux avec, avec un long bec ou des longues pièces buccales vont pouvoir venir polliniser cette fleur pour aller rechercher le nectar bien caché au fond de la corolle. Alors donc ici, de nouveau, reconstruction phylogénétique de ce caractère libre ou pétale libre ou soudé, et on voit que, donc à nouveau, on a un certain nombre de groupes avec des pétales soudés, mais qui ont une origine plus récente. Par contre, les états les plus ancestraux, les états ancestraux, mais donc des groupes les plus ancestraux sont bien jaunes, c'est-à-dire sont bien à pétales libres. Donc on a à nouveau le caractère ancestral qui est pétale libre, caractère dérivé, pétale soudé. Et puis donc là on a beaucoup parlé soit des pétales, des sépales ou des carpelles. On a très peu parlé des étamines, et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une forte différence entre des étamines, des fortes différences morphologiques entre des étamines ancestrales et des étamines dérivées. Et les étamines ancestrales, elles ressemblent encore à des feuilles transformées, elles sont généralement encore aplaties, et il n'y a pas donc de filet différencié, tandis que dans les étamines dérivées, on a deux choses différentes. On a un filet qui va porter, mais qui est lui-même stérile, et à l'extrémité du filet, on a la partie fertile de l'étamine qui est l'antère. Donc on voit ici, donc ça c'est une étamine dérivée, on a un filet, et à l'extrémité, on a la partie où se trouvent les sacs polliniques, donc les microsporanges. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'antère, souvent porte 4 microsporanges, donc 4 sacs polliniques. Et donc le filet, il sert à quoi? Il sert à disposer les anthères, par exemple, vers l'extérieur de la fleur pour permettre une libération des grains de pollen, ou de disposer les anthères à une position où, quand l'insecte pollinisateur va venir rechercher le nectar, l'anther va pouvoir toucher l'insecte de manière à libérer ses grains de pollen sur l'extérieur de l'insecte, ou bien dans d'autres cas, le filet est positionné de telle manière à ce que les anthères vont toucher les pistils pour le cas des fleurs qui s'autofécondent, donc les fleurs pour lesquelles qui vont être fécondées par leur propre pollen. Et par contre, donc dans le cas des étamines ancestrales, on voit qu'on a des étamines qui sont tout à fait aplaties, avec des tubes polliniques, des sacs polliniques qui commencent du bas jusqu'en haut de l'étamine, et donc on a vraiment une morphologie tout à fait différente. Donc on peut très bien distinguer une étamine ancestrale d'une étamine dérivée. Alors donc si maintenant, donc on a vu un certain nombre de caractères, et donc ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste bien, de pouvoir déterminer quels sont les caractères, les états de caractères ancestraux, quels sont les états de caractères dérivés chez les angiospermes. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce cours, qui concerne un survol de la diversification des angiospermes, et donc de voir un peu comment est-ce qu'on classifie les angiospermes. Alors donc historiquement, et donc ça c'est quelque chose, je le mets bien en italique ici, c'est quelque chose qu'il faut oublier, mais historiquement, au sein des angiospermes, on définissait deux groupes, le groupe des monocotylédones et le groupe des dicotylédones, avec un certain nombre de caractères qui distinguent les deux. À partir des phylogénies moléculaires, à partir du moment où on a adopté une classification phylogénétique, on s'est rendu compte que ces dichotomies dicote-monocote ne fonctionnent pas, parce que autant les monocotylédones, eux, on verra qu'ils forment un groupe monophylétique, mais par contre les dicotylédones ne forment pas un groupe monophylétique, donc on ne peut pas l'utiliser dans une classification. Donc maintenant, globalement, au niveau de la phylogénie des angiospermes, on distingue non pas 4 groupes, mais on distingue 4 pôles majeurs: le pôle Anita, le pôle Magnoliidae,
le pôle monocotylédone, qui lui était déjà présent avant et qu'on conserve comme étant un groupe à part entière, et le pôle des eudicotes, donc c'est pas dicotylédone, mais c'est eudicotes, c'est-à-dire les vrais dicotylédones, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un groupe qui est reconnu par la classification phylogénétique. Et simplement, parmi ces quatre, pourquoi on utilise le terme pôle? Parce que seuls deux pôles, les monocotylédones et les eudicotes, correspondent à des groupes monophylétiques, donc correspondent à des vrais groupes dans la classification phylogénétique, et c'est la même chose pour les eudicotes, forment un groupe monophylétique. Par contre, les deux autres, c'est plutôt un regroupement de familles ou un regroupement d'ordres, mais qui ne forment pas réellement un groupe monophylétique, donc c'est pour ça qu'on utilise un terme un peu plus flou de pôle, mais c'est néanmoins utile pour s'y retrouver, de les mettre ensemble dans quelque chose qu'on appelle pôle. Et donc le pôle Anita, c'est en fait celui qui regroupe les familles les plus basales. Donc en termes phylogénétiques, on verra que c'est un groupe paraphylétique, donc c'est pas vraiment un groupe utilisé en classification, mais c'est lui qui contient les familles les plus basales, c'est-à-dire celles qui se sont séparées progressivement le plus tôt des autres groupes d'angiospermes. Et en fait, c'est ce qui a donné le nom au pôle Anita. Donc le A, c'est pour Amborellacées, qui est la plus divergente. Ensuite, la seconde famille la plus divergente, c'est la famille des Nymphéacées, donc c'est le N ici. Et puis Iliciacées, c'est le I, etc. Donc ça, c'est pour le pôle Anita. On va y revenir tout de suite. Et puis, on a enfin le pôle des Magnoliidae, qui est donc un ensemble, aussi un regroupement, mais qui n'est pas un regroupement monophylétique. En tout cas, c'est pas encore très clair à partir des phylogénies actuelles, qui contient notamment un ensemble d'arbres avec des huiles essentielles, qui contient donc la famille des Magnoliacées, Lauracées, famille des Piperacées. Donc voici une représentation extrêmement schématique de l'ensemble des angiospermes avec nos quatre pôles en rouge indiqués ici. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, parmi ces quatre pôles, il y en a deux qui forment des groupes monophylétiques. C'est le groupe des monocotylédones ici. Donc on a bien une origine commune pour tous les monocotylédones, donc c'est bien un groupe monophylétique. Et on a un autre groupe monophylétique qui est le groupe des eudicotes, qui est ici, avec donc un caractère spécifique des eudicotes, c'est d'avoir ce fameux pollen à 3 pores, alors que tous les autres ont du pollen à 1 pore, donc pollen monocolpé ici, pollen tricolpé chez les eudicotes. Et chez les monocotes, un des caractères distinctifs, c'est d'avoir un seul cotylédon au niveau de la plantule. Ensuite, donc, on voit que le pôle Anita correspond donc à un regroupement artificiel des différentes familles les plus basales. Donc on a la famille des Amborellacées qui a divergé d'abord, et puis ensuite la famille des Nymphéacées qui a divergé, puis la famille des Iliciacées, etc. Et donc, si on voulait en faire un groupe, ce groupe, il est paraphylétique, puisque l'ancêtre commun de l'ensemble des familles du pôle Anita, c'est l'ancêtre de tous les angiospermes. Et donc, dans ce groupe Anita, on exclut toute une série de descendants du même ancêtre. Donc, c'est exactement la définition qu'on a donnée à un groupe paraphylétique. Ensuite, on a le quatrième groupe, donc c'est le groupe des Magnoliidae, qui regroupe donc un ensemble d'ordres et de familles avec encore des caractères ancestraux. Donc, on va retrouver des caractères ancestraux des fleurs d'angiospermes, avec un positionnement phylogénétique qui est encore indistinct, donc on n'a pas encore pu déterminer réellement si c'est un groupe monophylétique ou pas. Donc ça, c'est une représentation de ces quatre pôles, mais qui ne nous donne pas une idée de l'importance relative en termes de nombre d'espèces. Ici, donc si je reprends la phylogénie qui était utilisée pour reconstruire des états ancestraux, et dans cette phylogénie, les quatre pôles sont représentés par des couleurs différentes. Donc on a ici le pôle Anita. Vous voyez que c'est très très minoritaire par rapport à l'ensemble des angiospermes. Le pôle des Magnoliidae qui est ici. Le pôle des monocotylédones, qui lui est non négligeable en termes de nombre d'espèces. Et puis on voit que le pôle majoritaire, c'est le pôle des eudicotes, qui lui donc contient quand même la grande majorité des angiospermes. Donc c'est lui le pôle en termes de nombre d'espèces, de nombre de familles et autres, qui est le plus important.
Et puis donc si je reviens aussi à la représentation que je vous avais donnée, l'arbre qui était utilisé pour calculer la date de divergence des emborrelacés par rapport aux autres angiospermes de 200 millions d'années, on voit ici aussi que donc c'est bien le groupe des eudicotes qui est le groupe majoritaire, puis on a le groupe des monocotylédones, des magnolidés, et puis vous voyez ici le pôle Anita qui correspond aux différentes familles les plus divergentes des autres angiospermes. Voilà, et donc on va terminer ce cours en voyant différentes familles à l'intérieur du pôle Anita, et puis on verra les autres pôles, on les verra au cours suivant. Donc je vous rappelle, le pôle Anita, c'est celui qui correspond aux différentes familles les plus basales des angiospermes. Je vous rappelle ici que les vaisseaux du xylème sont apparus après la séparation avec les emborrelacés. Donc les emborrelacés, donc j'en ai déjà parlé. La seule chose que j'ai oublié peut-être de dire, c'est que c'est un petit peu comme on avait vu chez les ginkgoales, chez le ginkgo biloba, il n'y a qu'une seule espèce qui représente tout un groupe. Et donc c'est le cas aussi chez les emborrelacés. On ne connaît qu'une seule espèce, c'est l'espèce Amborella trichopoda. Donc c'est le seul représentant de cette famille. Tous les autres sont connus uniquement à l'état fossile. Et donc, à part le caractère unisexué, qui est un caractère dérivé qui est apparu secondairement chez cette espèce Amborella, mais tous les autres sont bien des caractères ancestraux. Le fait d'avoir que des tépales, ici, le fait d'avoir plusieurs carpelles libres avec ovaire super, le fait d'avoir des grains de pollen à un seul pore et une pollinisation par les insectes. Ensuite, la deuxième famille du pôle Anita, c'est la famille des Nymphaeaceae. Donc c'est une famille, donc on avait vu chez les emborrelacés une seule espèce. Dans la famille des Nymphaeaceae, il y a 70 espèces actuelles. Et donc là, par contre, on a des plantes qui sont très particulières, que vous connaissez, les nénuphars notamment, qui sont donc des herbes aquatiques, donc avec une adaptation très particulière au milieu aqueux. Néanmoins, on a bien des fleurs bisexuées, donc hermaphrodites, à pollinisation par les insectes, et un pollen à un sillon, donc une fente. Donc c'est bien du pollen monocolpé, donc c'est bien des caractères ancestraux. On n'a qu'un seul type d'enveloppe florale qui sont des tépales, qui sont présents en très grand nombre. On avait vu l'exemple de la fleur de nénuphar, et puis également les étamines sont également présentes en très grand nombre et sont en disposition spiralée sur le réceptacle. C'est aussi un caractère ancestral. Et puis, alors on ne le voit pas très bien ici, on le voit mieux ici, on a plusieurs carpelles, donc un grand nombre de carpelles sur le réceptacle, qui sont bien libres. Par contre, dans certains cas, ils sont soudés, et aussi souvent on a une position d'ovaire qu'on appelle semi-infère, parce qu'on voit que les carpelles sont à moitié enfoncées dans le réceptacle. On voit qu'ils sont en partie entourés par le réceptacle. Donc on n'a pas un ovaire super, on n'a pas donc un réceptacle très allongé à l'extrémité duquel se trouveraient les carpelles. On a bien des ovaires qui sont enfoncés en partie dans le réceptacle. Donc c'est un exemple d'ovaire semi-infère. Autre caractéristique, c'est qu'on voit qu'on a, qui est assez intéressante en termes de développement, c'est qu'on voit qu'on a une disposition spiralée des pétales, et les pétales, des tépales, pardon, et les tépales deviennent de plus en plus étroits et progressivement se transforment en étamines, c'est-à-dire qu'on a certains tépales qui sont colorés, qui jouent le rôle d'attraction des pollinisateurs, mais en même temps, ils ont à leur extrémité une toute petite zone produisant du pollen, donc avec donc des sacs polliniques très courts, et puis progressivement ça devient comme ceci, donc cette partie-là devient de plus en plus étroite. Donc on a vraiment un passage progressif, mais dans chacune des fleurs, c'est pas un passage évolutif, mais c'est un passage au cours du développement, un passage progressif d'un tépale vers une étamine. Voilà. Donc d'autres exemples de fleurs, donc voici la fleur de nénuphar telle qu'on l'a vu tout à l'heure, et puis on a aussi d'autres genres, donc le genre Nymphaea c'est le nénuphar, et puis le genre Nuphar, ici un autre exemple de Nymphaeaceae, et on a aussi les fleurs de lotus qui font aussi partie de la famille des Nymphaeaceae. Une troisième famille à l'intérieur du groupe du pôle Anita, c'est la famille des Illyciaceae, donc qui a donné le I au nom Anita, qui est aussi donc une famille qui est aussi en régression fortement, qui contient
seulement 37 espèces actuelles. Ce sont donc, contrairement aux nymphéacées, ce sont bien des arbres à huile essentielle, comme on l'observe aussi chez les amborellacées, avec donc des fleurs également bisexuées, donc hermaphrodites, comme les nénuphars, avec des carpelles libres. On voit ici à ovaire super, donc on voit ici une coupe longitudinale montrant donc le réceptacle qui est allongé, et à l'extrémité du réceptacle, on a plusieurs carpelles libres. On les voit ici. On ne voit pas très bien qu'ils sont libres ici, mais on le voit ici qu'ils sont bien insérés indépendamment les uns des autres sur ce réceptacle. On voit qu'on a un très grand nombre de tépales à disposition spiralée, comme chez les nymphéacées. Donc ça, c'est aussi un caractère ancestral. Et puis on a des étamines qui sont des étamines ancestrales, donc aplaties, avec une partie... il n'y a pas vraiment de différenciation entre la partie antère et la partie basale, donc il n'y a pas de filet des étamines. Et on a donc ici un fruit avec une graine albuminée, c'est-à-dire que le tissu de réserve de la graine, il est formé par ce tissu triploïde formé grâce à cette double fécondation qu'est l'albumène. Contrairement, j'ai oublié de le dire pour les nymphéacées, dans la graine, on a une graine qu'on appelle périspermée, c'est-à-dire que les tissus de réserve n'est pas formé par les tissus réellement de la graine, pas formé par l'albumène triploïde qui est très réduit ici, mais qui est formé par des tissus diploïdes qui proviennent de l'ovule. Donc chez les nymphéacées, il n'y a pas encore cet albumène qui se développe comme tissu de réserve pour la graine. Par contre, dès la famille des Iliciacées, on voit que cet albumène triploïde est utilisé comme tissu de réserve qui va permettre au moment de la germination de la graine de permettre à la graine, enfin à la plantule de se développer. Et donc ici, pareil, donc c'est un autre exemple de Iliciacées. Donc on voit les tépales qui sont nombreux, qui sont très colorés. On voit qu'ils ont vraiment un rôle d'attraction des pollinisateurs. Et puis on a les étamines ici qui sont elles-mêmes colorées, et puis les carpelles au centre. Donc voilà pour ce pôle Anita, donc je ne représente que 3 familles, mais il y en a d'autres. Et simplement, et je vais terminer par ça, on va revenir sur les états de caractère qu'on va retrouver au sein du pôle Anita. Et donc ce que j'ai surligné ici, ce sont les états de caractère qu'on retrouve dans certains groupes à l'intérieur, dans certaines familles à l'intérieur du pôle Anita. Par exemple, en termes de porc, on voit qu'on a surtout des arbres, c'est le cas chez les amborellacées, c'est un petit arbre, chez les iliciacées. Par contre, on retrouve aussi des herbacées aquatiques chez les nymphéacées. Donc on retrouve à la fois l'état ancestral, mais également déjà dans une famille un état dérivé. En termes de xylème secondaire, on voit qu'on a uniquement des trachéides chez les amborellacées, puisqu'il n'y a pas de vaisseau du xylème. Par contre, on retrouve des trachéides et des vaisseaux du xylème, notamment chez les iliciacées. On a une fleur bisexuée chez les nymphéacées, chez les iliciacées. Par contre, chez le représentant actuel des amborellacées, on a une fleur unisexuée, mais donc c'est bien un caractère dérivé. On a une pollinisation qui est uniquement entomogame chez l'ensemble du pôle Anita, donc uniquement des plantes à pollinisation par les insectes. On a un pollen toujours à un pore ou une fente, donc monocolpé. On a toujours des carpelles libres. On a un ovaire super ou éventuellement infère chez certains nymphéacées. On a des pièces florales qui sont généralement nombreuses. On a des sépales et des pétales qui sont non différenciés, donc on parle de tépales, qui sont libres. Et on a des étamines qui n'ont pas de filet différencié. Et donc ça représente, donc on voit qu'on a une prédominance d'états ancestraux, mais néanmoins, dans ces groupes, on retrouve quand même parfois des caractères dérivés. Pourquoi ? Parce que on parle ici des représentants actuels de ces familles ancestrales, mais au cours de la longue branche qui mène jusqu'aux représentants actuels, même dans ces familles ancestrales, certains caractères ont évolué vers des caractères dérivés, notamment le plus frappant, c'est le caractère fleur unisexuée chez les amborellacées. Voilà, je vais m'arrêter ici, et donc pour le cours suivant, on verra donc on fera un survol des 3 autres pôles à l'intérieur du groupe des angiospermes. Je vous remercie pour votre attention.